Si vous vous rendez compte, ce qu'on appelle une variété hybride de maïs est un clone hétérozygote, ben c'est fini. Vous comprenez aussitôt l'enjeu de toute l'affaire. Jean-Pierre, le problème, c'est qu'il doit s'en aller pour son train. Donc non, mais allez-y, vas-y. d'introduire de nouvelles molécules, etc., dans un milieu qu'elle ne contrôle pas, et la médecine, telle qu'on la considère en Occident, sur le corps humain. Est-ce que ça vous paraît pertinent comme analogie et si oui, est-ce que vous connaissez, ce qui m'intéresserait moi, personnellement, des chercheurs, ou peut-être vous avez fait des recherches, qui font le lien, la transversalité entre les lois qu'on commence à ressortir de l'expérience agricole et ce qu'on peut en tirer sur le champ de la médecine? Alors j'ai fait des choses sur... Bon, j'ai écrit un certain nombre de choses sur ces questions-là, sur les questions justement de la relation médecine et agriculture. Hein. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'au début des années 80, toutes les entreprises ont essayé d'imiter la stratégie de Monsanto. Au fond, là aussi, on va retrouver les hypothèses de Crick, la vision unificatrice du monde vivant autour du fait qu'il y avait donc une molécule clé qui était l'ADN. Et autour de cette idée que tout procédé de l'ADN, au fond, les entreprises, aussi bien pharmaceutiques que les fabricants de pesticides ou les fabricants de plantes transgéniques, ont décidé au fond, de fusionner. C'est ce qu'on appelait les entreprises, le grand mouvement des sciences de la vie. C'est-à-dire qu'au fond, puisque tout le monde travaillait sur l'ADN, qu'il s'agisse d'ADN végétal ou d'ADN animal ou d'ADN humain, peu importe, tout ce monde-là pouvait travailler ensemble, c'était les mêmes problèmes, c'était la même logique unitariste qui se fondait. Il se trouve qu'en Europe, la résistance très forte à la diffusion des plantes transgéniques a remis complètement en cause cette stratégie de Monsanto et que Monsanto lui-même et la plupart des gens qui l'avaient suivi dans cette voie ont été amenés à scinder complètement leurs activités transgéniques, pesticides, des activités, disons, brevets, des activités médicales, des activités pharmaceutiques. Et ce qui fait qu'il y a eu de nouveau une séparation très nette. Alors, un très bon exemple, c'est Syngenta, si vous voulez. C'est donc Novartis qui s'est séparé de tout ce qui était les pesticides qui venaient, dans le cas de Novartis, de Ciba-Geigy, le grand... pardon et Sandoz, oui, fusion Ciba-Geigy-Sandoz, qui avait donné lieu, je ne sais plus très bien comment il s'appelait, enfin, à Novartis, oui, Novartis. Et donc, Novartis est resté Novartis pour la pharmacie, et le reste a été relargué du côté de la même chose pour Bayer. La même chose. Donc il y a eu de nouveau, les deux secteurs se sont complètement séparés l'un de l'autre parce que essentiellement les pharmaciens craignaient une véritable débâcle en matière de pesticides et d'OGM, et donc ils ne voulaient pas plomber en quelque sorte l'activité pharmaceutique avec les activités pesticides et plantes transgéniques. Donc en ce sens-là, vous avez eu raison, il y a eu une volonté de convergence à un moment donné, et puis ça a explosé devant les résistances européennes face à ça. Alors maintenant, sur l'autre aspect des choses, sur le côté, on peut faire de nombreux parallèles, je pense, en ce qui se passe, la façon dont on raisonne en agriculture et la façon dont on raisonne en médecine, hein, et sous l'influence des mêmes forces économiques, à savoir qu'on est dans une optique curative, hein, c'est-à-dire on va essayer de pallier une nouvelle maladie apparaît, on cherche la nouvelle balle magique qui va permettre de la tuer et de s'en séparer. C'est-à-dire que ce qu'on mène dans ce domaine-là, c'est une politique de cow-boy. J'aurais dû vous dire tout à l'heure qu'en matière de pesticides, un travail qui a été fait par Pimentel aux États-Unis montre que les pertes de récolte sont restées inchangées au cours des 40 dernières années, quand bien même la quantité de pesticides utilisés a été multipliée 40 fois. Donc si manifestement il y a un système qui ne marche pas, c'est bien le système pesticide. Mais vous comprenez bien qu'il ne marche pas à long terme, mais à court terme, c'est un phénomène, exactement comme les drogues sont des phénomènes, provoquent l'addiction de gens qui les prennent, et bien là c'est exactement la même chose. La première fois qu'on utilise un insecticide contre un ravageur quelconque, eh bien, ça marche. Donc l'agriculteur plane, et vous prenez un type qui s'est shooté avec de l'héroïne ou qui prend des amphétamines. Entre parenthèses, je vous signale, je vous dis les jeunes ici, ne prenez pas de drogue tout court, quelle qu'elle soit, y compris la fumette. Hein. Non, le chichon et tout ça, non. Et, écoutez, non, même si c'est bio. Non, c'est des trucs. Non, bon, je vous le dis parce que j'ai eu récemment le fils d'un ami qui est dans une école de beaux-arts qui est venu à la maison et qui a été
son père est rentré à toute vitesse de Tanzanie où il travaillait pour s'en occuper parce que le gamin, à force de prendre des fumettes, avait complètement disjoncté, devenait schizophrène. Bon. Donc je vous dis, ce ne sont pas des produits qui... Et en plus, bon, en ce qui concerne les poppers et tout ça, les amphétamines, ça vous démolit le système immunitaire. Bon alors, excusez-moi, c'est un vieillard. Pardon, c'est un vieillard, disons, qui radote, qui vous dit ça, mais bon, voilà. Passons aux choses plus sérieuses. C'était quoi les choses plus sérieuses? Oui, non, c'était sur la pharmacie. La pharmacie, c'est vraiment exactement la même chose. On cherche exactement comme en agronomie, si vous voulez, on cherche à soigner le problème qui est posé sans jamais se poser la question de savoir pourquoi le problème survient. Et un jour, à propos de la pyrale du maïs, bon, j'avais décrit que la pyrale, de façon un peu alambiquée, que la pyrale du maïs était provoquée par les mauvaises pratiques agronomiques, etc. Bon, et donc, il y a le président de la Confédération paysanne du Tarn qui a résumé mon propos de façon vraiment formidable, dans une phrase lapidaire, en disant « Oui, la pyrale, c'est le ravageur des mauvaises pratiques culturales. » Et je crois que là aussi, je veux dire, médecine et, disons, agriculture moderne, avec l'utilisation de pesticides, c'est un peu le même problème. La question qu'il faut se poser d'abord, avant de vouloir soigner une maladie, c'est de savoir, de comprendre d'où vient la maladie. Et ça, on ne le fait pas, évidemment, parce que ça ne rapporte pas tellement d'argent. Tout ce qui est préventif ne rapporte rien. Entre... Non, je n'en connais pas. Je pense que ça a certainement été fait, hein, quelque part, puisque en général, si on y pense soi-même, c'est que ça a été fait ailleurs. Hein, on est à peu près sûr qu'on a... Les êtres vivants ne peuvent concevoir le monde autour d'eux que comme une réflexion de leur propre structure sociale et leur propre structure mentale. Et pour vous donner une série d'exemples, c'est parce que je crois qu'il y avait une bourgeoisie triomphante qui faisait péter les cadres sociaux et qui était, disons, véritablement dans une vision émancipatrice du monde au XIXe siècle, qu'à ce moment-là, les sciences se sont données à la fois, disons, le changement comme objet d'étude et une direction du changement. Ça a pris des formes très différentes. Ça prend l'accumulation du capital chez les classiques anglais, la division du travail chez Durkheim, ça prend l'entropie en physique, ça prend évidemment l'évolution chez Lamarck et Darwin. Mais toutes ces idées sont une réflexion de l'évolution des structures sociales. Je pense que le monde vivant, le monde objectif autour de nous se fout pas mal de nos structures sociales. Alors j'avais trouvé un jour un très bel exemple qui illustre ce que je viens de vous dire. C'était qu'un travail, c'était dans la revue Nature, et si je me souviens bien, c'était en mois de décembre d'il y a une dizaine d'années, plus que ça sans doute même. Donc une étude sur des ouvrages de botanique qui étaient publiés dans les pays dits communistes, pays de l'Est, et dans les pays capitalistes. Et en gros, ce qui ressortait de ce travail, c'est que dans les pays capitalistes, une plante était compétitive. Nom de Dieu, pousse-toi de là que je m'y mette. Elle chercherait à conquérir de nouveaux territoires, à éliminer ses voisines, etc. Dans les pays dits socialistes ou communistes, peu importe, hein, certainement pas communistes et encore moins socialistes, mais peu importe, mais l'imagerie qu'il y avait derrière, bon, la plante, c'était quelque chose qui entretenait des tas de relations sociales avec d'autres plantes, hein, des tas de coopérations, des tas de choses comme ça. Le problème est que je crois que l'un et l'autre sont vrais. Ça dépend des plantes, des lieux, des moments, etc. Ce qui va déterminer notre vision de la plante, son comportement, ça va être évidemment les structures sociales dans lesquelles nous vivons. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Je pense que si maintenant, en matière de génétique, en matière de biologie, on commence à parler de beaucoup plus de réseaux de gènes, de réseaux de ceci, de réseaux de cela, c'est parce que du fait d'Internet, les relations sociales dans lesquelles nous sommes sont entrées dans une phase justement où de plus en plus elles fonctionnent peut-être sous la forme de réseaux. Mais on ne fait là encore une fois, je pense, largement que, disons, projeter sur le monde autour de nous donc nos propres valeurs ou nos propres modes de fonctionnement. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, ça. C'est bon, quelque chose qui va très très loin sur le plan philosophique, qui remet en cause la notion d'objectivité et autres. Voilà. Oui.